Va-t-on vivre une version de la crise des subprimes à la chinoise? Le monde doit-il trembler face à la grave crise économique que vit actuellement la Chine? C'est une nouvelle étape dans la crise de l'immobilier en Chine. L'une des plus grandes entreprises chinoises, Evergrande, a été placée en liquidation judiciaire ce lundi. Le taux de chômage des jeunes bat des records, sans parler de la crise immobilière sans précédent. Pékin reconnaît d'ailleurs des difficultés économiques mais reste optimiste et fustige au passage. La Chine serait surendettée car elle aurait imprimé beaucoup trop de monnaie. En Chine, le secteur immobilier est en train de s'effondrer et sans aide de l'État, un tiers des principaux promoteurs immobiliers pourraient faire faillite. La population chinoise est en train de subir de plein fouet l'effondrement d'une des plus grosses pyramides de Ponzi de l'histoire. L'effondrement de cette grande arnaque qui, en plus de ça, est soutenue par le gouvernement, a déjà entraîné plus de 300 milliards de pertes. Alors reste bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo pour bien comprendre comment l'économie chinoise a fait pour s'effondrer aussi rapidement à cause d'un seul secteur et comment tu pourrais potentiellement en profiter sur les années à venir. Le premier point, c'est qu'il va falloir comprendre comment la Chine en est arrivée là. Depuis plusieurs décennies, la Chine voit une énorme urbanisation de sa population, ce qui signifie que les habitants qui étaient à la base en campagne sont venus acquérir des biens immobiliers en ville pour travailler en ville. On a donc assisté à un phénomène d'urbanisation. Alors qui dit mouvement massif vers les villes dit augmentation et explosion des prix de l'immobilier dans toutes ces villes et surtout dans les principales, là où il y a plus de business à faire comme Hong Kong, Shanghai, Pékin, etc. Et ce qui est au cœur de ce problème, c'est quelque chose qui est quasiment ancré dans l'ADN chinois, c'est-à-dire dans la culture et dans la mentalité des Chinois. Il faut bien comprendre qu'ils ont une culture qui est vraiment très orientée sur donner plus à la descendance. En gros, c'est moi je suis né, j'avais 10 euros, mais il faut que je fasse tout ce qui est en mon pouvoir pour que quand je vais mourir, je vais pouvoir transmettre à ma descendance 11 euros. Ou alors ma descendance va pouvoir commencer avec 11 euros, 12 euros, avec plus que ce que moi j'avais. Et donc forcément, ça a permis à la population de s'enrichir et surtout d'investir beaucoup plus d'argent. Donc avec toute cette urbanisation, surtout pour un pays où le nombre d'habitants est supérieur à 1 milliard, on a dû construire beaucoup de buildings. Et je suis sûr que tu as déjà vu passer dans les news, à la télé, peu importe où ça, des photos de buildings chinois en construction, des dizaines et des dizaines. Et si tu remarques bien, tu as probablement vu aussi passer beaucoup de photos de buildings comme ça qui ne sont pas finis et où il n'y a personne qui semble y travailler dessus. Et donc ça, c'est dû à justement un énorme Ponzi que tu vas découvrir maintenant. Donc à cause de cette mentalité sur la transmission, en Chine, 90% des Chinois sont propriétaires. Ce qui fait que tu imagines bien que c'est un marché gigantesque. C'est un marché quasiment à plus d'1 milliard de personnes. Pas 1 milliard de dollars, mais 1 milliard de personnes. Pour te donner un ordre de grandeur, 70% de la fortune personnelle d'un Chinois est investie dans l'immobilier. À titre de comparaison, 66% des Américains aujourd'hui sont propriétaires. En France, c'est à peu près 54% des Français qui sont propriétaires également. Alors tu ne vois peut-être pas encore l'arnaque venir, mais on y vient tout de suite. À la base, l'immobilier chinois, avec tous ces mouvements qu'il y a eu vers les villes, il est considéré comme extrêmement solide. Et c'est grâce à ça que les promoteurs ont pu commencer un système de Ponzi. Alors pour faire simple, un système de Ponzi, c'est très simple. Disons que j'ai une entreprise, je te promets des gains grâce à de l'investissement, tu me donnes de l'argent pour ça. Plein d'autres personnes vont également me donner de l'argent et si toi tu veux sortir, je vais te donner l'argent d'une personne qui avait investi sans jamais investir cet argent. C'est juste grâce à l'argent des nouveaux entrants que je vais pouvoir financer l'argent de ceux qui vont sortir et ensuite m'enrichir sur des frais, etc. Et donc avec l'immobilier en Chine, il s'est passé sensiblement la même chose. Donc on a eu des promoteurs et particulièrement les grands promoteurs comme par exemple Evergrande qui a récemment fait faillite, qui ont proposé des immeubles d'investissement. Donc ici, quelque chose de classique pour un promoteur. Autre chose de classique, c'est que avant de construire cet immeuble, ils ont vendu 34,5% de l'immeuble pour financer le début de cet immeuble. Encore une fois, quelque chose de classique dans la promotion immobilière. Donc là, ils prennent cet argent qu'ils ont généré grâce à la vente sur plan de ces appartements pour commencer la construction d'un building. Et ensuite, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont proposer un second building à la construction, un troisième, un quatrième, etc. Et ils vont à chaque fois récupérer 34,5% sur plan pour financer ces buildings. Donc jusqu'à présent, tu vois, tout ça semble globalement normal. Mais je pense que là, tu commences à voir venir l'arnaque gros comme une maison, non? Le truc, c'est que l'argent qu'ils ont récolté grâce à la vente sur plan de ces appartements, au lieu de l'utiliser pour financer le building en question qui va recevoir ces appartements, ils vont s'en servir pour financer la fin de la construction du building précédent. Donc, tant qu'il y a beaucoup de monde qui arrive, et étant donné que la population chinoise est énorme, ça a mis du temps avant de tomber. Mais vu qu'il y a beaucoup de monde et que là, ça s'est calmé avec le Covid, avec la pandémie, etc., et bien d'un coup, ils se sont retrouvés à plus
avoir de nouvelles personnes pour acheter sur plan, donc ils ne pouvaient plus financer la fin des travaux des immeubles précédents. Et là, on ne parle pas de un immeuble ou deux, on parle de plus de 300 milliards de dollars américains de pertes. Alors tu vas me dire, mais comment ça se fait qu'un gouvernement comme celui des Chinois qui est très restrictif, très carré, etc., n'a rien vu venir et n'a rien fait pour protéger ça? Alors figure-toi qu'à la base, si, ils ont mis des règles pour ces promoteurs immobiliers pour éviter qu'on ait ce genre de problème. Il y avait globalement 3 règles, surtout par rapport à la dette. La règle numéro 1, c'est qu'un promoteur immobilier ne pouvait pas avoir une dette qui est supérieure à 70% des actifs qu'il possède. La seconde règle est qu'il ne pouvait pas avoir un ratio dette sur capitaux propres, dette sur equity, supérieur à 100%. Et la règle numéro 3, c'est que le cash disponible par ces promoteurs immobiliers devait couvrir la dette à court terme. Le truc ici, c'est que aucun des gros promoteurs immobiliers qui font faillite et qui ont entraîné cette crise énorme en Chine ne respectait ces 3 règles à la fois. Alors ils ont la respecté une ou deux, et jamais les 3 en même temps, ce qui fait que c'était simplement un château de cartes. Il suffisait d'un coup de vent et le château s'effondrait. Donc au lieu d'être pénalisé, bien évidemment, le gouvernement a fermé les yeux et a laissé faire. Forcément, quand on fait ça, quand on a des dettes qui sont énormes, quand on a une demande qui commence à baisser, qu'on a un système de Ponzi, forcément, le château de cartes s'effondre totalement, ce qui fait qu'on a eu une ardoise à plus de 300 milliards de dollars de dettes qui a été pas évaporée, mais qui est présente pour des entreprises qui ont déclaré faillite. Et on a des millions de Chinois qui se retrouvent sans avoir des appartements qu'ils ont achetés parce que les buildings ne finiront pas leur construction. Et tout ça, ça va entraîner ce qu'on appelle une déflation. Donc une déflation, c'est une baisse des prix. À première vue, on dit ça c'est génial, tiens, on peut avoir les mêmes choses pour moins cher, mais en réalité, tu vas voir que c'est beaucoup plus vicieux ça et c'est pas du tout quelque chose de bon pour une économie. Aujourd'hui en Chine, les prix de l'immobilier sont au plus bas depuis 10 ans selon Bloomberg. Également, dans 67 des 70 plus grandes villes de Chine, le prix de l'immobilier a également chuté. Étant donné que l'immobilier, comme je t'ai dit au début, représente 70% de la fortune personnelle d'un Chinois, tu te doutes bien que là, le Chinois, il a plus envie de dépenser quand il voit sa baisse de fortune, et donc il va coffrer son argent et le garder au chaud précieusement. Donc ça va entraîner une baisse des dépenses. Qui dit baisse des dépenses dit moins de revenus pour les entreprises. Moins de revenus pour les entreprises vont potentiellement devoir soit vendre moins cher, soit avoir plus de mal à payer leurs dettes. Donc elles vont en général baisser leurs prix, ce qui va entraîner la déflation. Qui dit baisse des prix des entreprises et moins de revenus des entreprises, c'est moins de taxes payées. C'est aussi un PIB du pays globalement qui va baisser ou alors ralentir. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on veut voir dans une économie. Faut pas non plus trop dramatiser. La Chine aujourd'hui a quand même une légère croissance de son PIB. C'est juste que on n'est pas au niveau auquel on devrait être si l'économie était saine, si tout ça avait été bien géré. Et forcément, cette déflation, elle va se répercuter également sur les marchés financiers. On voit le CSI 300 qui, depuis 2 ans, est largement en train de baisser. Je crois qu'on a perdu plus de 60% sur 2-3 ans, ce qui est quand même assez énorme. Alors cette baisse des marchés financiers en Chine, elle n'est pas uniquement due à cette crise immobilière et à cette déflation. Elle est aussi due au fait que les investisseurs étrangers sont très frileux de mettre leur argent en bourse. C'est aussi dû au fait que les Chinois, ils investissent principalement dans l'immobilier et également que le gouvernement est assez fermé aux investisseurs étrangers. Maintenant, tout ça, ça me laisse penser que potentiellement, il y a une opportunité à aller chercher et qu'on a de la sous-évaluation sur ce marché. Ceci pour 3 raisons. La première, c'est que le gouvernement chinois est déjà très restrictif et très fermé à l'idée d'avoir des investisseurs étrangers. Donc j'ai du mal à voir comment il peut être plus restrictif à l'avenir. Et l'avenir me fait penser qu'on aura plus une sorte de assouplissement des règles pour les investisseurs étrangers plutôt qu'un durcissement. Parce que s'il y a encore un durcissement, la Chine risque de se tirer une sacrée balle dans le pied pour être compétitif sur du long terme. Donc, on pourrait imaginer un assouplissement de ces règles qui pourrait amener des capitaux nouveaux vers la Chine. Deuxième chose, on peut voir que les marchés chinois ont déjà très bien performé et que les investisseurs ont déjà eu confiance dans la bourse chinoise. Donc, probablement qu'il faut laisser passer le train et que la bourse chinoise, les gens vont reprendre confiance en elle et donc pouvoir commencer à réinvestir dedans. La troisième chose, comme on l'a vu dans la vidéo, 70% de la fortune personnelle d'un Chinois est dans l'immobilier. Avec cette crise, ça va potentiellement les faire réagir par rapport à ça et comprendre que l'immobilier n'est pas aussi safe et n'est pas aussi bon investissement que ce qu'ils pouvaient imaginer. Potentiellement que cet argent qui ne sera pas mis dans l'immobilier, il va être mis peut-être en bourse ou alors il va partir à l'étranger. J'ai du mal à imaginer que tous les Chinois envoient leurs capitaux à l'étranger, donc ça pourrait être un point positif pour la bourse chinoise. Alors ça, bien sûr, c'est sur du long terme, je ne sais pas comment ça va réagir à court terme et peut-être que je me trompe complètement, je n'ai pas de boule de cristal, personne ne peut savoir comment ça va réagir. Alors pour finir quand même cette vidéo sur une note positive, parce que j'ai pas envie non plus de dramatiser tout sans proposer de solution, sans rien, aujourd'hui les chiffres
chiffre de l'inflation en Chine semble repartir à la hausse, pourrait signifier que potentiellement l'économie chinoise sera en train de se relancer progressivement. Faut également pas oublier qu'en Chine, le mot crise est en 2 caractères qui signifient danger et opportunité. Donc on a eu le danger qui est en train de passer, donc potentiellement que ça va proposer une opportunité et ça va donner peut-être aussi une opportunité au gouvernement de changer un petit peu sa politique par rapport à l'investissement et d'alléger tout ça pour attirer des capitaux étrangers, ce qui encore une fois pourrait bien faire monter les actions en bourse chinoise. Aujourd'hui, si toi tu voudrais investir en Chine dans des actions, t'as pas 10 000 solutions, il va falloir passer par ce qu'on appelle des ADR, donc des entreprises qui sont cotées aux États-Unis via des sociétés coquilles pour répliquer ce que tu pourras avoir là-bas. Donc ça, tu peux avoir Baba, JD.com, Tencent encore avec des ADR, ou alors aller les acheter sur la bourse de Shanghai ou la bourse de Hong Kong. Pour ce qui est des ETF, je t'avoue que je ne sais absolument pas s'il y a des ETF disponibles pour les comptes titres ou pour les PEA. Il me semble que ce sont des ETF qui vont avoir des frais quand même assez élevés, étant donné que la Chine n'est pas trop ouverte à tout ça. C'est tout pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de la situation chinoise. Est-ce que tu penses qu'elle peut se relever ou alors que c'est le début de la fin pour elle? Dis-moi tout ça en commentaire. Je serais curieux de te lire et de voir les débats qui pourraient arriver. Si cette vidéo t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu. Abonne-toi en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!